Alors, après cette intro, cette keynote généraliste macro qui nous donne de la hauteur et de la perspective, on va commencer tout de suite avec la première table ronde de cette matinée. Je vais demander à nos chers intervenants de nous rejoindre, de venir à nos côtés. Wolfgang, vous allez rester avec nous pour nous donner un peu vos avis sur ce premier sujet. Donc, notre premier panel, c'est l'innovation technologique au service de la performance des entreprises. Pour en parler, je vais demander à monsieur Idriss Alabi de venir sur scène. Je vais me mettre ici, moi je reste avec vous. Je vais demander également Carole Lambert, merci de venir nous rejoindre. Deloitte Alumni. Yann de Feraudy, président de France Supply Chain, merci infiniment. Et je vais également demander, vous pouvez vous mettre de chaque côté, vous avez les micros. Meriem Elmernissi, directrice supply des Eaux d'Oulmès, bienvenue. Merci d'être avec nous. Bonjour, ça va? Ravi d'être avec vous. Donc nous, on fait des événements en live, on parlait du virtuel et de tout faire à distance. Et là, on a la chance de vous avoir. Pour commencer, alors je vais vous demander, vous, en tant que directeur général de Tangemed, de commencer. Juste pour situer, on a donc un sujet innovation sur cette première table ronde, au service de la performance des entreprises. Les évolutions technologiques, elles évoluent en permanence et il y a beaucoup d'applications différentes possibles dans les métiers de la supply chain, que ce soit pour une meilleure connaissance de la prévision, des demandes des clients, ou que ce soit pour réduire les incertitudes, améliorer l'efficience des supply chains ou faire face aux risques géopolitiques, climatiques, organisationnels. Donc on va voir sur cette table ronde, avec vous tous, comment on va déceler les différentes opportunités liées à ces technologies, comment est-ce qu'on peut les mettre en place, quels sont les prérequis pour que ça fonctionne, et puis peut-être quelles sont les limites. Alors, Monsieur Alabi, comme vous êtes le DG, le directeur général, peut-être un mot d'abord sur le choix de cette édition ici à Casablanca pour cette 7e édition. Rebonjour à tous. Effectivement, le choix de Casablanca, je pense que n'est pas anodin. C'est un choix assumé du groupe Tangemed. Pour cette 7e édition, de choisir Casablanca, c'est pour confirmer en fait la portée nationale de cet événement. Donc ce n'est pas uniquement un événement régional au niveau du nord du Maroc. Et également, c'est pour dire que Tangemed est au service des différents opérateurs économiques, qu'ils soient à Casablanca, qu'ils soient à Tanger ou même à Dakhla El Ayoun. Également, donc, Casablanca, aujourd'hui, c'est le siège en fait des plus grandes entreprises industrielles, logistiques, mais également des startups qui travaillent dans le secteur de l'innovation. Et en dernier, c'est la dimension en fait un peu plus globale du groupe Tangemed qui s'est élargie dernièrement avec la prise en fait de participation à Marsa Maroc. Marsa Maroc, comme vous le savez, c'est un opérateur national qui opère aujourd'hui sur 9 ports, 25 terminaux qui sont exploités. Donc Tangemed est là en tant que groupe et pas uniquement en tant que complexe portuaire Tangemed. Alors pour les novices, ou en tout cas ceux qui ne connaissent pas les détails avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler la fiche technique de Tangemed, ses capacités, les services additionnels autour de l'activité portuaire, et puis un peu le volume des flux? Alors personnellement, je ne vois pas de novices ici, donc c'est un parterre de professionnels et d'experts qui sont devant nous, mais juste pour rappeler, le groupe Tangemed, c'est à la fois un complexe portuaire qui aujourd'hui se compose du port Tangemed 1, Tangemed 2 et du port passager roulier. C'est également des plateformes industrielles qui s'étalent aujourd'hui sur 3000 hectares. C'est 1400 entreprises qui sont actives au niveau de l'écosystème Tangemed. C'est également une plateforme logistique, donc à travers une filiale du groupe qui s'appelle MedHub. C'est une zone logistique qui est adossée au port avec 200 hectares, plus de 100 000 mètres carrés couvertes qui sont à disposition bien sûr des opérateurs et logisticiens. L'année dernière, en chiffres, on a réalisé plus de 10 millions de conteneurs manutentionnés au niveau du complexe portuaire, 3 millions de passagers, plus de 500 000 camions. Donc c'est autant de chiffres, mais le plus important, c'est que c'est un projet qui émane d'une vision, celle de Sa Majesté qui voulait
créer un projet intégré qui englobe à la fois le complexe portuaire qui est l'outil logistique, mais ce qui est derrière, c'est le plus important, c'est toutes les plateformes industrielles qui se sont développées, qui a permis quand même de capter plus de 1400 entreprises installées et la création à la clé de plus de 130 000 postes d'emploi. Merci beaucoup pour ce rappel, parce que ça nous donne une idée du volume d'activité de Tangemed. Juste avant de commencer à rentrer dans le détail, comment est composé votre DSI ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'appels à des ressources externes, avec des consultants externes, ou est-ce que vous faites tout en interne ? Alors, notre DSI, il est avec nous, ici présent, donc il sera présent dans la prochaine table ronde. Alors, en tant qu'équipe DSI, je pense qu'on compte une quarantaine d'ingénieurs aujourd'hui qui opèrent au niveau de l'autorité portuaire et également pour le reste du groupe. Mais on dispose également d'une filiale technologique, CRS Technologies, qui est plus spécialisée donc, dans toutes les thématiques technologiques et qui compte aujourd'hui une centaine de techniciens et d'ingénieurs. Cette filiale aujourd'hui, elle opère dans plusieurs verticales de tout ce qui est technologique, donc à la fois au niveau de la connectivité, donc tout ce qui est travail sur le réseau, sur le Wi-Fi grand public, sur les réseaux Tetra, sur le firewalling, le switching, etc. Également des services de cloud, donc elle est là pour accompagner les opérateurs pour avoir des solutions de cloud. Et également dans tout ce qui est cybersécurité, donc c'est la filiale aujourd'hui qui porte notre SOC pour protéger tous nos systèmes en fait contre les cyberattaques qui aujourd'hui est un vrai sujet d'actualité. Et donc en bonne synergie, la DSI avec notre filiale technologique et également avec un pôle digitalisation qui est ancré plutôt au niveau du groupe. Donc il travaille en synergie justement pour mener toute la feuille de digitalisation du groupe. Alors, merci beaucoup. Je voudrais qu'on puisse, avec vous, explorer quelques technologies que vous utilisez. On ne pourra pas faire le tour, parce que ça ne peut pas être exhaustif. Il y en a trop. Wolfgang en a parlé tout à l'heure. Vous utilisez parfois le jumeau numérique, le digital twin, certaines solutions blockchain, des IoT, de la robotisation et évidemment de l'intelligence artificielle. Je vais vous demander de nous décrire quelques use cases ou applications. Il y a des choses qui sont en fonctionnement depuis déjà quelques années. Et il y en a d'autres qui sont en expérimentation actuellement. Est-ce que vous voulez bien commencer par peut-être la blockchain ? Alors, par rapport à la blockchain, comme vous le savez, c'est un sujet qui n'est pas seulement d'actualité, mais c'est une technologie aujourd'hui qui est là pour sécuriser en fait le rapport avec plusieurs partenaires dans une chaîne, soit logistique, soit une chaîne en fait de transfert d'informations ou de données. Alors l'application sur laquelle on a travaillé essentiellement, c'est le bon à délivrer électronique. Pour les opérateurs bien sûr qui connaissent bien le sujet, le bon à délivrer électronique aujourd'hui, c'est un document de transfert de responsabilité de propriété de marchandises qui est échangé entre la ligne maritime et le propriétaire de la marchandise ou bien son transitaire ou son mandataire. Habituellement, donc, il y a des déplacements à faire auprès de la compagnie maritime pour payer, pour récupérer le document et bien sûr par la suite se présenter auprès du terminal qui détient le conteneur ou bien qui détient la remorque pour obtenir en fait ce transfert de marchandises. Le fait de travailler sur la blockchain, c'est en fait en quelque sorte pour tokeniser en fait tout le process et le sécuriser de bout en bout. Donc toute la chaîne de ces intervenants que je viens de citer, donc ils sont plugués sur la chaîne et depuis le démarrage du process, c'est-à-dire dès l'établissement de la déclaration sommaire et la génération des bons à délivrer électroniques, la compagnie maritime donc, peut attribuer bien sûr le bon à délivrer électronique à son destinataire qui va l'obtenir et tout ça c'est tracé et horodaté au niveau de la chaîne de telle sorte à sécuriser et à ne pas avoir une altération et chaque changement, modification, annulation qui va s'opérer donc est également tracé dans la chaîne. Il va obtenir bien sûr par la suite un code PIN ou ça peut être même un QR code ou autre chose qui va permettre de sécuriser en fait l'obtention du conteneur ou bien de la marchandise in fine auprès de l'opérateur du terminal.
On a inclus également une expérience avec la BCP pour inclure la partie paiement et on travaille aujourd'hui avec les autres banques de la place pour généraliser en fait ce transfert et également pour la partie paiement. Donc ça, c'est pour la partie blockchain, parce qu'on essaie d'explorer plusieurs technologies, plusieurs innovations, en sachant qu'on aura une table ronde spécifique dédiée à l'IA. Donc on essaye sur celle-ci de ne pas trop vous parler que d'IA pour explorer un peu d'autres technos. Sur le jumeau numérique, je crois que vous avez fait une représentation numérique du pont de liaison du port de Tangemède 2, c'est ça ? Alors, pour le jumeau numérique ou le digital twin, je pense que ça a été présenté tout à l'heure un peu dans le détail, mais pour un peu vulgariser le concept, l'idée, en fait, c'est de répliquer de manière numérique ce qui se passe au niveau du port. On a démarré avec un process qui est celui de la gestion des escales, de bout en bout avec les services qui sont liés au navire, de telle sorte à ce qu'on puisse recréer sur une plateforme qui est gérée aujourd'hui par la capitainerie du port, les services de pilotage, remorquage, le manage et j'en passe, tout ce qui se passe en termes de gestion des navires, c'est-à-dire depuis la programmation du navire, on arrive aujourd'hui à le faire même 3 semaines, voire 4 semaines à l'avance, pour gérer en just-in-time en fait, l'arrivée du navire, et chaque événement, donc, il est retracé au niveau du jumeau numérique, de telle sorte à ce que toute la communauté ou bien toutes les personnes concernées par la gestion de l'escale du navire puissent avoir un visuel et gérer en temps réel tous les événements qui sont liés à cette opération. Ça permet également, bien sûr, d'inclure d'autres technologies, comme ça peut être l'AIS, les radars, les systèmes VTS donc, du port, de telle sorte à les interfacer ensemble sur une seule plateforme et chaque événement aujourd'hui, il est retracé. On peut bien sûr, et on le fait, inclure bien sûr une couche d'IA qui permet bien sûr d'optimiser les process et gagner quelques secondes parce que, en fin de compte, les secondes et les minutes qui sont gagnées permettent bien sûr d'optimiser tout le process de gestion d'escale. On travaille également sur la généralisation en fait, du concept pour la gestion du trafic terrestre portuaire, c'est-à-dire le trafic des camions essentiellement et des conteneurs, de telle sorte à interfacer la multitude des systèmes aujourd'hui dont on dispose pour la gestion du fret, pour la gestion de la partie logistique, pour la gestion de la facturation, pour du port community system qui est interfacé avec les autres opérateurs externes, de telle sorte à avoir une sorte en fait de, on va dire comme un tableau de bord, mais également une réplique numérique de la gestion des flux, de manière à pouvoir contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur du port, parce qu'aujourd'hui, le complexe portuaire fait quand même 9 km d'envergure, et au lieu d'avoir à chaque fois des bonhommes, des caméras et des gens qui sont en train de suivre, donc c'est le système qui va nous permettre de monitoriser en fait tout ce qui se passe de manière en temps réel. Au lieu que ce soit les humains qui aillent sur le port Exactement. ou sur les infrastructures, ils ont un dashboard qui permet de piloter l'ensemble des activités. Je voulais que vous me disiez un mot sur les IoT, les fameux objets connectés. Je crois qu'il y a une application sur la maintenance des infrastructures du port, c'est ça ? Effectivement, aujourd'hui, vu la taille de l'infrastructure, que ce soit les murs de quai, les digues, le bassin, les entrepôts et les bâtiments qu'on a construits au niveau du complexe portuaire, aujourd'hui, ça devient très grand et difficile à suivre. Et d'autant plus que l'infrastructure, avec le temps, donc, elle commence à vieillir. Il y a des sujets, bien sûr, de maintenance. Et du coup, au lieu d'avoir une armée de personnes donc, qui vont à chaque fois se déplacer pour faire des remontées, par exemple, de l'état de l'infrastructure, pour faire des auscultations, voir est-ce qu'on a des fissures au niveau, par exemple, du mur de quai, au niveau de la digue, etc. Aujourd'hui, on est en train d'équiper toutes ces installations avec des objets connectés et qui permettent d'avoir en temps réel, par exemple, quelle est la santé, par exemple, d'un bollard, comment il se comporte. Est-ce qu'on a des problèmes de fissuration, par exemple, au niveau de telle ou telle infrastructure? Ça nous permet bien sûr de gérer l'actif en fait, de l'infrastructure portuaire, mais également de suivre l'état de santé, de suivre toutes les interventions préventives, curatives qui ont été faites. Et l'idée par la suite, c'est de pouvoir avoir de la prédiction. En fait, cela couplé aujourd'hui à des systèmes qui sont intelligents,
Ça permet d'avoir de la prédictibilité sur la gestion de l'infrastructure et de manière proactive, aujourd'hui nos ingénieurs maintenance, qu'ils puissent avoir une idée sur à quel moment ils doivent intervenir de manière préventive pour anticiper par exemple la dégradation de telle ou telle infrastructure. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'indirectement ça va prolonger la durée de vie des infrastructures puisqu'elles seront en meilleure santé, un peu comme un corps humain, et que ça sera peut-être plus durable? Certainement, une infrastructure bien entretenue, elle va durer dans le temps, elle va vivre encore plus longtemps. Et au lieu d'être sur du curatif, donc on est sur du préventif et sur de l'anticipation de la maintenance et de l'entretien de l'infrastructure. Alors j'aimerais que vous nous disiez aussi un mot sur la robotisation. Est-ce qu'il y a des activités spécifiques qui ont été robotisées? Je suppose que oui. Et comment ça s'est fait? Alors, sur la partie robotisation, je pense que c'est un peu une vision globale en fait, de toute la digitalisation qu'on est en train de mener. Récemment, on vient d'acquérir un robot sous-marin, ou bien un drone sous-marin, donc, qui nous permet de faire les auscultations des ouvrages, d'aller dans les fonds marins, par exemple, pour vérifier l'état de la magistrale des quais, de vérifier les caissons, de vérifier, par exemple, la bathymétrie au niveau, par exemple, du bassin portuaire. Et aujourd'hui, ça nous permet, au lieu d'attendre, par exemple, l'arrivée des scaphandriers, de faire des opérations fastidieuses et parfois même risquées, parce que... Oui, c'est dangereux. On rappelle quand même que ça peut être dangereux pour les scaphandriers d'aller plonger pour vérifier les installations. Notamment à l'extérieur du bassin protégé du port. Dans la Méditerranée, il y a beaucoup de courants. D'ailleurs, on se rappelle, il y a un moment, on avait des auscultations à l'extérieur des ouvrages portuaires, en fait au large, et un scaphandrier très expérimenté, il a été emporté par les courants marins sur des kilomètres, parce que les courants au niveau de la Méditerranée sont très forts. Et aujourd'hui, des interventions comme ça peuvent être, en fait, pas substituées, mais complétées par des robots, par des drones sous-marins aujourd'hui, qui peuvent faire le travail. On vient d'acquérir également un drone, mais volant, qui est équipé d'un lidar et qui va nous permettre de faire toute la cartographie 3D en fait, de l'infrastructure portuaire, mais également il permet de faire des auscultations. En fait, il va prendre des images, il va prendre des vidéos et il va les stocker et sur la durée, il est capable de comparer en fait les images qu'il a prises dans la durée pour voir est-ce que l'infrastructure elle est stable, est-ce qu'elle a été dégradée, est-ce qu'il faut faire des interventions. Ça nous permet également, bien entendu, d'atteindre des zones qui sont très difficilement atteignables pour l'humain. Et c'est à la fois un gain en termes de temps et en termes d'efficacité en fait, dans la gestion de l'infrastructure. Une dernière application de robot, en fait, c'est un robot qui a été acheté l'année dernière pour l'extinction de feu. En fait, c'est comme un robot un peu qu'on voit sur la Lune. C'est un robot pompier. Un rover. Pompier, c'est ça. Mais un robot pompier aujourd'hui, donc qui est capable d'accéder à des zones en feu, de faire des interventions, de vérifier en fait l'état, par exemple, d'un feu qui a pris, par exemple, dans une infrastructure ou bien dans une zone. Et ça permet d'aider énormément, bien sûr, nos pompiers pour faire leur intervention de manière précise et ponctuelle. Alors on a une kyrielle d'exemples, parce que c'est très technologique que toutes les installations que vous mettez en place sur Tangemed. Je voudrais vous poser quand même une question sur l'appropriation de ces technos par les femmes et les hommes qui travaillent au quotidien. Est-ce que ces innovations, elles sont dures à faire passer auprès des collaborateurs et des collaboratrices? On sait tous que la résistance au changement est normale, ça fait partie du caractère humain. Est-ce qu'il y a un dialogue, une sensibilisation à faire pour que les personnes s'approprient ces technologies? Alors, je pense que tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est équipement qui va permettre en fait, de faciliter le travail des gens doit émaner des utilisateurs. C'est-à-dire qu'il faut d'abord identifier le besoin. Parce qu'on ne peut pas démarrer des projets de digitalisation sans avoir un besoin derrière. Partir des métiers. Et partir bien sûr du métier qui doit identifier le besoin. Et ce besoin, une fois il est exprimé, une fois il est approprié par les personnes qui vont l'utiliser, donc c'est eux bien sûr qui doivent s'approprier le projet, c'est eux qui doivent travailler dessus et être impliqués bien sûr dans toutes les étapes d'implémentation. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un projet qui est imposé par le management
et par la suite, c'est les ingénieurs et les techniciens qui doivent le déployer, mais ça doit être assez transversal. Et je pense qu'au niveau du groupe, c'est le cas parce qu'on démarre toujours par des réflexions du métier, par l'expression d'un besoin. Et je pense que ça a été dit tout à l'heure dans l'intervention, il ne faut pas partir sur plusieurs projets, sur plusieurs problématiques à la fois. Autant choisir un ou deux sujets sur lesquels on va travailler, on va avancer et on va concrétiser des choses. Et une fois les gens s'approprient les résultats et voient concrètement que ça ramène de la facilité, ça ramène en fait de la maîtrise des process et également une certaine visibilité sur les KPI, sur les tableaux de bord et les dashboards que ça va être généré. Et ils sont autant motivés pour travailler sur d'autres projets. Donc ne pas trop s'éparpiller, rester focus au départ sur un dossier principal, un projet principal et pas partir dans tous les sens. Et également travailler sur la formation et l'accompagnement bien sûr des personnes parce que aujourd'hui, que ce soit l'IA, le digital twin, etc., je pense que personne aujourd'hui ne peut se targuer d'être l'expert en la matière parce que c'est des sujets qui sont récents, qui ont 2 ans, 3 ans, 5 ans d'existence. Donc il faut toujours se former, toujours être à la page et suivre un peu l'évolution. Régulièrement, Exactement. des updates, des mises à jour. Merci beaucoup. Myriam, bonjour. Myriam El Mernissi, vous êtes directrice supply des eaux minérales d'Oulmès. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes ingénieur mécanique de formation, c'est ça. Vous avez 14 ans d'expérience dans le secteur agroalimentaire, en couvrant les domaines de la supply chain, de la productivité, de la performance, ainsi que le go-to-market. Donc vous êtes une femme aussi de terrain et très concrète. Au niveau de vos réalisations et de votre parcours, vous avez participé à l'installation de stations photovoltaïques pour l'alimentation d'un site de production, la mise en œuvre d'un système digital de gestion de la perf industrielle et énergétique, et le déploiement de plusieurs plateformes de stockage et de distribution, ainsi que l'optimisation de modèles de distribution. Donc ce n'est pas votre coup d'essai. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement les eaux minérales d'Oulmès ? Probablement vous connaissez tous, mais rappelez-nous quand même les marques, les différentes marques du groupe, et puis les sites de production et de distribution. Bien sûr, merci Isabelle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les eaux minérales d'Oulmès, c'est une entreprise marocaine vouée à l'hydratation saine et au bien-être de ses consommateurs, tout en promouvant un écosystème vertueux qui œuvre pour une croissance durable et responsable. Les eaux minérales d'Oulmès, c'est 7 sites de production, donc, dont un est basé au Bénin, avec une capacité de production de à peu près 1 milliard de cols ou de bouteilles par an. C'est plusieurs canaux de distribution, donc on couvre l'ensemble du territoire marocain à travers le canal direct et indirect. Donc sur l'indirect, on travaille avec des partenaires historiques et sur le canal direct, donc on a 10 sites de distribution qui sont présents un peu partout sur le territoire national. Donc les eaux minérales d'Oulmès, donc c'est 10 marques. Il y a la marque emblématique que tout le monde connaît, c'est Oulmès, une eau naturellement gazeuse. Donc il y a Sidi Elir, Atlas, Behia et j'en passe. Donc avec cet asset, Oulmès ou les eaux minérales d'Oulmès est un leader, c'est le leader marocain de boissons, avec une part de marché qui dépasse les 52%. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer la différence entre votre réseau de distribution direct et indirect, avant que je vous pose la question suivante ? Bien sûr, très rapidement. Donc, la différence entre les deux, c'est en fait pour le réseau indirect. Donc, il y a la présence d'un intermédiaire, c'est-à-dire on passe par des distributeurs ou des dépositaires. Et pour le réseau de distribution directe, donc c'est nous-mêmes qui sommes présents à travers nos propres moyens, nos dépôts, nos camions, nos équipes pour distribuer le produit auprès des clients et des consommateurs. Voilà. Alors, quand on a préparé cette table ronde, il y a une foule d'innovation dans votre groupe. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et qui marchent déjà, qui fonctionnent déjà. Pour nous citer un ou deux use cases un peu plus précis, moi j'aimerais bien que vous puissiez nous détailler celui de l'entrepôt
totalement automatisé de Casablanca, le Smart Warehouse, c'est ça, ici à Casa. À Casa, exactement. Mais avant ça, j'aimerais expliquer très brièvement le contexte. Donc, il y a quelques années, 3 ou 4 ans, les Eaux Minérales d'Oulmès s'est inscrit dans une démarche de transformation digitale. Donc, c'est une transformation qui a touché l'ensemble des métiers de l'entreprise et qui a transformé l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur. Donc, l'objectif était clair, c'est connecter, automatiser et optimiser tous les processus de telle sorte à atteindre un niveau de productivité et d'agilité qui va nous permettre de faire face au marché, à la concurrence. Donc, cette dynamique de digitalisation a amorcé plusieurs projets structurants, dont le Smart Warehouse. Alors, le Smart Warehouse, c'est une structure verticale automatisée qui est dédiée au stockage, à la manipulation, la manutention et à la gestion des flux logistiques. Donc, pour expliquer un petit peu le principe, donc c'est un entrepôt intelligent, automatisé, avec des transstockers donc, pour tous les déplacements verticaux de charge, des navettes pour les déplacements horizontaux, et tout ça fonctionne d'une manière centralisée via un WMS. Donc, il n'y a pas un seul être humain? Il n'y a pas d'être humain dans cet entrepôt? Il n'y a pas un seul être humain à l'intérieur de l'entrepôt. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on ramène la palette, on la met sur le convoyeur et c'est fini. Donc, c'est l'entrepôt intelligent qui prend en charge tout le reste. Donc, depuis l'installation de cet entrepôt, donc, on a eu beaucoup d'impact, donc impact sur les différentes activités, sur les opérations notamment. Donc, le premier avantage, le premier impact, donc, que je citerai, c'est une grande efficience spatiale, parce que comme vous savez, le secteur du FMCJ, donc c'est un secteur basé sur le volume, avec donc pour le cas de l'eau et de la boisson. Donc, c'est une saisonnalité très accrue. Donc, il faut absolument préparer les volumes avec lesquels on va faire face à la haute saison, donc notamment l'été. Et ça devient de plus en plus compliqué de trouver des entrepôts qui peuvent prendre des volumes importants, sachant que c'est un produit très volumineux. Donc l'entrepôt intelligent, le Smart Warehouse, a résolu cette problématique parce que sur une superficie réduite, donc on arrive à stocker des volumes de produits particulièrement élevés. Donc c'est une exploitation de la hauteur, mais non seulement de la hauteur, mais aussi du volume de la hauteur, parce qu'il n'y a pas d'intervention humaine, il n'y a pas d'exigence par rapport à un passage de chariot élévateur, de personnes, etc. Donc, tout est exploité d'une manière optimale dans le volume du Smart Warehouse. Donc, ça aussi permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle parce qu'aujourd'hui, comme j'ai cité tout à l'heure, les transstockers et les navettes fonctionnent d'une manière simultanée. C'est-à-dire quand on est en train de charger, ça ne veut pas dire qu'on arrête l'alimentation du dépôt. Ça veut dire qu'il y a du flux entrant et sortant en même temps, en parallèle. En fait, tout à fait. Et il suffit d'introduire la commande dans le système et on n'a pas besoin d'aller la chercher, d'aller la ramener avec les personnes, avec le chariot élévateur. Donc, c'est toutes les palettes qui se préparent d'une manière simultanée, très rapide. Et en quelques minutes, on a la commande qui est prête pour chargement. Donc, aussi un point très important, donc, comme impact qu'a eu le Smart Warehouse, c'est la qualité du produit. Donc, grâce à la réduction des manipulations humaines, donc, il y a eu une réduction importante du taux de casse et du coup de la performance d'une manière générale. Donc, je vais citer aussi la précision. Donc, en temps réel, on a accès à l'inventaire et au volume du produit fini, donc par palette, par SKU, par produit, etc., à n'importe quel moment. Donc, c'est une information disponible même pendant le mouvement de la structure. Donc, ça, c'est depuis 2020, hein, c'est ça, ce Smart Warehouse? Ça a été installé en 2020.
En fait, je citerai aussi tout ce qui est traçabilité, gestion du FIFO, du FEFO. Donc, il y a même en fait, parce que c'est un produit périssable, donc on peut recevoir carrément des notifications ou des alertes pour des produits qui ne sont pas sortis pendant longtemps. Donc là, on est certain qu'on a une très bonne rotation, une très bonne fraîcheur du produit. Donc voilà. Oui, donc, pour les dates limites de consommation, pour la compliance, pour tout ça, Tout ça donne ça. des indicateurs précis. Exactement, qu'on paramètre, donc selon le principe avec lequel on veut fonctionner. Est-ce que c'est le FIFO, c'est le FEFO, et tout le reste est géré par le système d'une manière automatique, donc sans intervention humaine. Un deuxième exemple, un deuxième use case, Myriam, ça me donne envie d'aller visiter cet entrepôt, moi. Parce qu'il y a l'effet, vous comme êtes on les dit, bienvenus. l'effet waouh, le Smart Warehouse full automatisé. Donc c'est presque comme aller au musée, en fait. Je pense qu'on serait curieux d'aller. Vous êtes les bienvenus. Merci, on serait curieux d'aller voir ça. Vous avez un autre use case très intéressant. Vous avez digitalisé une bonne partie de vos lignes de production. Ça, c'est plus récent, je crois que c'est en 2023-2024. Tout à fait. Au fait, il s'agit d'un projet de digitalisation de la performance industrielle et énergétique. Donc, une première phase a été implémentée au niveau de notre site de production Tsar Millet, donc qui est le plus grand, et c'est le site où on produit tous les escaillots à base d'eau minérale. Donc, c'est 80% de notre capacité globale de production. Et il s'agit de solutions donc, digitales, deux solutions qui sont LineView et Power Studio SCADA, qui sont combinées pour gérer et la performance industrielle et énergétique de nos lignes de production. Donc, comment ce système marche? Déjà, en fait, il est basé sur des capteurs qu'on a installés au niveau de l'ensemble des lignes et qui permettent de remonter en temps réel toutes les données liées à la production. Donc, j'entends par ceci les temps d'arrêt de ligne, les volumes de production, la cadence des lignes, tous les inputs des opérateurs, c'est-à-dire les horaires d'entrée et de sortie d'opérateurs. Donc, ce système est aussi powered par des modules IA. Donc des modules qui permettent de réduire considérablement les temps d'arrêt de ligne, notamment quand on a une panne. Donc d'habitude, il y a l'opérateur qui doit venir pour libérer l'accumulation, pour redémarrer la ligne, alors qu'à travers ces modules IA, donc une fois la problématique elle est résolue, la panne elle est fixée, donc il y a un redémarrage automatique des lignes, ce qui nous permet de réduire considérablement les temps d'arrêt. Ce système intègre un ensemble de KPI, notamment le taux de rendement synthétique, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est volume de production en temps réel, les temps d'arrêt, le taux de casse, etc. Et tout ça, ça nous permet, nous, au niveau de la supply chain, d'avoir une visibilité en temps réel de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et cela nous permet de mieux planifier nos ressources. Donc, grâce à ça, on sait très bien quel volume on aura à traiter. Donc, on dédie et on planifie toutes les ressources nécessaires en termes de chariot élévateur et aussi d'humains. Donc, si on s'adapte en fonction du volume qui va sortir. Et après, ça permet aussi de mieux planifier toute notre flotte de camions qui va se charger des transferts de ce site de production vers les autres sites de distribution ou de stockage. Mais aussi, ça nous permet de mieux planifier la livraison des commandes clients. Donc, c'est une fluidification de tout le processus, c'est une libération des espaces de stockage, notamment les stockages tampons. Donc, ça permet de réduire les arrêts de ligne et aussi, ça permet de mieux coordonner et gérer les commandes clients. Comme ça, on les planifie mieux en fonction du produit qui va être disponible ou pas. Donc, ça a un impact direct sur le taux de service, sur la satisfaction client. Alors là, on voit tout de suite les gains en termes de productivité, en termes de compliance,
en termes d'efficacité. Myriam, je voudrais que vous nous disiez un mot sur la prise en main. C'est ce que disait Wolfgang au début de sa keynote. La prise en main par des humains, parce qu'il faut penser aussi en termes de métier. Il y a des gens qui travaillent sur le terrain, qu'ils soient cadres ou pas, ou qu'ils aient des métiers plus opérationnels. Est-ce qu'il faut former? Comment il faut former, sensibiliser? Alors, d'abord, il faut embarquer l'humain dès les premières phases du projet. C'est-à-dire, il faut avoir une vision claire. Si on va mettre en place un projet, il faut répondre à un certain nombre de questions. C'est-à-dire, ce projet, il va répondre à quelle problématique, il va résoudre quel problème, il va avoir quel impact, que ce soit qualité sur l'humain. Et tout ça ne peut pas se faire sans l'intervention humaine. D'ailleurs, c'est l'humain qui d'abord répond à ces questions. Après, on les transforme, on essaie de chercher les solutions qui sont disponibles pour répondre à ce besoin. Le deuxième point, donc déjà depuis le lancement du projet, il y a le mode de gouvernance qui ne peut être piloté que par l'humain. Donc ça aussi c'est très important. Le troisième élément, c'est le capabilities. Oui, on est dans un monde qui évolue, des technologies qu'on est en train d'intégrer dans notre quotidien, industriel, logistique ou autre. Donc, automatiquement, c'est un travail sur les capabilities des équipes. Donc, on les forme, on les accompagne, on les upscale et on leur apprend comment faire évoluer cette technologie ou ce système. Donc en fait, ils sont empowered un peu dans cette histoire. Ils ne subissent pas la technologie. C'est eux qui vont piloter ces technologies pour qu'elles répondent à leurs besoins. On parlait un peu de résistance au changement. Est-ce que dans vos équipes, les gens ont vu tout de suite l'intérêt d'utiliser ces nouvelles technologies? Ou est-ce qu'il peut y avoir parfois des peurs ou des réticences? Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. On s'y attendait, mais il y a eu une bonne phase de préparation. C'est-à-dire, on les a préparés à l'avance. Les équipes, ils ont besoin d'être rassurés parce qu'on a toujours peur de cette idée que la machine, la technologie, elle va remplacer l'humain. Donc, la préparation elle consiste à leur expliquer que ce n'est pas le cas. Au contraire, la technologie est là, c'est pour les soutenir dans leur mission, c'est pour améliorer les conditions de travail et le Smart Warehouse en est un vrai exemple. Aujourd'hui, cette technologie nous a permis de réduire considérablement tous les risques liés à la manutention, la pénibilité de la manutention d'une manière générale. Donc la technologie, elle est là pour soutenir l'humain, pour lui offrir un meilleur cadre de travail, mais aussi d'évolution. Donc il y a des gains réels. Merci beaucoup pour ces use cases très concrets, parce que c'est ça aussi, je pense que nos convives sont venus chercher sur cet événement. Yann de Feraudy. Oui. Ça va? Ça va très bien. Alors, remerciement spécial, parce que c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Vous m'avez mis en contact avec les organisateurs pour animer cette belle journée. Donc, je voulais quand même le préciser. Donc, Yann, vous êtes président de France Supply Chain by Aslog, c'est l'ancien nom, et aussi vice-président de European Logistics Association, donc vision franco-franchouille, mais aussi vision européenne et aussi vision internationale. Alors, spécialiste des processus logistiques depuis plus de 40 ans. Bravo. On peut le dire. Vous avez travaillé chez Danone dans le secteur du conseil, vous avez travaillé chez Kuehne+Nagel avant d'exercer pendant 2 décennies au sein du groupe Rocher. Vous avez été DG adjoint, directeur général adjoint du groupe Rocher, diplômé de l'ESSEC et aussi ancien officier de la Marine nationale, j'avais envie de le dire, Yann. Vous avez aussi coécrit avec le philosophe Bernard Guéry le livre « Pour des managers durablement responsables ».
France Supply Chain, c'est une association professionnelle française qui fédère les acteurs de la chaîne logistique et de la supply chain, que ce soit des entreprises, des écoles, des universités et des institutions. L'objectif de France Supply Chain, c'est de promouvoir la fonction supply comme levier de compétitivité, de soutenir la transfo des chaînes de valeur vers des modèles plus résilients, plus durables, et c'est de favoriser l'échange et le partage comme on le fait là, aujourd'hui. C'est beau ça. C'est beau, non? C'est bien dit, hein. Je n'aurais pas dit aussi bien. Ça va, ouais. C'est validé? J'ai essayé de faire court. Alors pour commencer, Yann, ça serait quoi les conditions de succès préalables? Alors, je voudrais faire on a dit qu'on n'allait pas entamer la conversation de cet après-midi, mais je voudrais faire un tout petit détour, presque philosophique ou sémantique, sur ce que c'est que l'optimisation de la performance ou la transformation. Et l'optimisation de la performance, on part d'un état X et on va vers un état Y, qu'on espère meilleur, mais on est capable de le définir. Dans la transformation, on se dit qu'on se transforme, et le changement, là, c'est qu'on ne sait pas exactement où on va. Et c'est toute la difficulté. Et je pense que ce dont on parle en matière d'innovation technologique, c'est très souvent de la transformation. Et par conséquent, ce qui compte en premier lieu, ma première leçon, si je peux me permettre, c'est déjà de savoir de quoi on parle et de choisir les projets. Alors, comment faire? J'ai écouté ce matin, juste avant, une conférence qui a été faite par un de mes anciens collaborateurs, qui est le patron de l'IT, donc de la technologie du groupe Rocher. Et en fait, j'ai trouvé que c'est très intéressant la manière dont il aborde le sujet, en disant, par exemple, sur les sujets d'intelligence artificielle, eh bien, en fait, on a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient, de nous remonter des use cases. Et donc, de ne pas faire quelque chose de descendant, en disant, on a décidé ça, et puis vous allez remonter les choses. Et ensuite, de faire des choix. C'est-à-dire que dans tout ce qui avait été remonté, je voudrais faire des comptes rendus de réunion automatiquement, je voudrais optimiser telle chose, je voudrais trouver un outil pour ceci, pour cela. Déjà de choisir et de dire, bon, ça c'est peut-être prioritaire, ça l'est peut-être moins. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, il y avait N propositions pour avoir des comptes rendus de réunion un petit peu automatisés. Donc, choisissons un sujet. Voilà. Et puis, prendre le bon outil. C'est-à-dire qu'en fonction du sujet que j'ai à traiter, il faut que je prenne le bon outil. Et c'est assez compliqué parce qu'il y a plein d'outils différents. Il y a plein, par exemple, d'intelligence artificielle différentes. C'est difficile de choisir. Et ça peut être difficile. Et lui, il proposait même il avait créé un agent pour aider les gens à choisir quel était l'outil qu'il fallait qu'ils prennent. D'accord ? Alors, ça paraît être un peu le truc surabondant, mais ce n'est pas complètement idiot. Je prends toujours une image parce que ça nous aide à comprendre. Voilà, toute la technologie qu'on utilise, ce ne sont jamais que des outils. Il ne faut pas se laisser impressionner par le fait que c'est censé être intelligent. Ce sont des outils. Pour cultiver mon jardin, je prends une bêche si je veux faire un trou. Et la bonne nouvelle, c'est que la bêche, elle a été ingénierée, elle a été pensée par des gens beaucoup plus forts que moi, et ça m'aide à aller plus vite qu'avec mes petites mains. En revanche, si je veux creuser un trou, je ne vais pas prendre un râteau. Et je pense qu'on a tôt fait de mal utiliser, en fait, telle ou telle technologie. Donc ça, c'est déjà sur le biais un petit peu préalable. La deuxième chose, c'est je vous enjoins à penser processus. Penser processus et non pas dire je vais plaquer ça et puis on ne va rien changer. C'est un petit peu comme quand les gens de ma génération ont mis en place des ERP. Ça a souvent été des catastrophes de mettre en place SAP, de mettre en place je ne sais pas quel ERP, etc. Parce qu'en fait, on a cherché à plaquer la technologie sans rien changer aux organisations. Il faut penser processus. Et c'est hyper important. Et
c'est même important de penser comment est-ce qu'on va éventuellement se passer d'un processus. Ce qu'a montré Wolfgang tout à l'heure, à la fin, là, avec ces diagrammes compliqués en noir et blanc pour montrer qu'il avait beaucoup travaillé, vous voyez il travaille beaucoup quand même. Oui, mais vous voyez que les échanges qui peuvent se passer, par exemple, sur l'optimisation de transport ou sur le suivi de nos chères boîtes sur les océans, c'était très bilatéral. On peut penser à supprimer ce processus et à mettre tout en commun. C'est extrêmement compliqué parce qu'il va falloir faire des choses au niveau des données et de l'infrastructure des données. Et l'infrastructure des données et les données, je vous donne un petit acronyme, DISQ, D-I-S-Q. La donnée, elle doit être disponible. Ce n'est pas toujours le cas. Elle doit être intègre, c'est-à-dire qu'on doit bien avoir l'ensemble des informations disponibles. Elle doit être, le S, sécurisée. D'accord ? Et enfin, elle doit être de qualité. Et ça suppose une bonne infrastructure. Et ce que vous avez dit tout de suite, ce qui a été dit par M. Arabi, c'est très intéressant aussi, c'est que vous préparez ici la couche digitale qui va générer les données et qui va générer ces données qui vont vous être utiles après pour passer extrêmement rapidement sur la technologie suivante d'intelligence artificielle. Faute de ça, ça ne marchera pas. Et moi, je suis très, très, très intéressé de vous entendre parler sur ces sujets parce que je pense que c'est presque le préalable que vous êtes en train de mettre en place et en engrangeant en plus des gains, des gains en monnaie sonnante et trébuchante tout de suite. Donc, pour résumer, on garde un sujet simple, un sujet principal, on clean ces données et on essaie de partir d'une base un peu propre pour parler simplement. Je voudrais maintenant un mot peut-être sur les robots intelligents et les cobots, parce que je crois que tu avais envie d'en parler, d'en dire un mot aujourd'hui. Oui, alors les robots intelligents, puis j'aurais juste un petit cas d'intelligence artificielle qui concerne les ports. J'ai fait la connaissance de Wolfgang à Singapour au mois de mai dernier, et j'ai rencontré une start-up absolument étonnante qui s'est spécialisée sur la lecture, l'automatisation de la lecture des factures de freight forwarding. Vous savez tous ici que les factures de freight forwarding, ça peut être des trucs épais comme ça, avec des centaines de lignes, et que personne n'a le temps de les contrôler exhaustivement. Alors, il y a des commissaires aux comptes qui Il ne faut pas dire ça trop fort, Yann, parce que... Mais non, mais c'est une réalité. J'ai connu, on est entre nous, mais j'ai connu des gens qui rajoutaient des lignes qui s'appelaient SCP-CP. Et alors, ça veut dire SCP-CP. Si ça passe, ça passe. D'accord ? Et en général, ça veut dire que ça passait plus. Et ça veut dire que ça casse. Mais donc, vous voyez que ces outils-là, déployés, qui sont extrêmement puissants parce que c'est sur de la donnée non structurée, on prend une facture, on apprend à la machine à dire, voilà, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On lui donne les contrats et elle fait le matching. Et elle vient dire, sur une exhaustivité de toutes les lignes et de toutes les factures, elle vient trier en trois tas. Premièrement, ça c'est OK à payer, on peut passer au procure to pay directement. Ça, c'est pas bon parce que cette facture est dupliquée, parce que cette ligne, ce service-là n'est pas dans nos contrats ou c'est pas le bon prix. Et le troisième tas, c'est je comprends pas en fait. La facture a l'air bonne, ça respecte le contrat, mais je comprends pas bien, donc merci de vérifier. J'ai une grande entreprise française qui a fait un test. Ils ont témoigné de ça, donc je ne vais pas citer leur nom quand même, mais la première passe, c'était 25% d'erreurs détectées et entre 10 à 15% d'économies. Ah oui, donc il y a un résultat tout de suite immédiat. Il y a un résultat concret. très rapide. Donc, et ça, c'est... Moi, je pensais à mes équipes qui surveillaient le freight forwarding. Le contrôle des factures, c'est quand même pas le truc plus glamour de la journée, quoi. D'accord ? Donc on est bien dans le cobo là. On est dans, voilà, je suis aidé par une machine pour pouvoir me concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée, des tâches critiques. Je dois rerouter, je dois faire passer tel flux par tel endroit pour que ça aille plus vite, etc.
et plutôt que de contrôler la P plus QM facture et trouver les erreurs, etc. Bon. Est-ce que c'était un facteur de stress aussi, je suppose? Alors ça peut Bien être sûr. à la fois boring, et puis peut-être c'est stressant. Mais bien sûr, parce que s'il y a la moindre erreur, il faut le faire. On a conscience qu'on laisse passer des choses, donc en plus c'est un peu culpabilisant. Et en même temps, on n'y a que 24 heures dans une journée, on n'a pas forcément le temps d'en faire plus. Et après, je ne vais pas m'alourdir ou m'attarder sur ce qui vient d'être dit, parce que je pense que effectivement, les robots intelligents sont en train d'arriver, parce que, alors, en Europe et même aux États-Unis et autres, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Parce que la main-d'œuvre ne veut plus faire du picking, ne veut plus faire des choses physiques, etc., qui sont à la fois quelquefois dangereuses. Ah oui, des activités que les humains soit ne veulent plus faire. Et donc les robots arrivent comme ça, et on va leur mettre aussi de l'intelligence pour leur dire, bah voilà, il vaut mieux placer le produit là, et ainsi de suite, et ils vont le dire tout seuls. Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous avez réalisé, c'est qu'il y a un switch. Moi, j'ai visité un entrepôt entièrement automatisé. C'est extraordinairement impressionnant, parce qu'effectivement, il n'y a plus personne dans les allées qui sont hyper étroites, où en fait on fait du gain de temps et du gain de volume, du gain de place en général. Mais là, il y a la création d'autres emplois, c'est-à-dire des gens qui pilotent la machine, et qui sont des emplois à haute valeur ajoutée. Donc ça peut être aussi, peut-être, je voulais faire une petite transition sur la dernière partie de cette table ronde. On essaie de faire le passement pas de jambes, mais de micro. C'est pas du foot, mais on se fait un peu des passes. On parle innovation technologique au service de la performance. Souvent, quand on parle de performance économique, on parle de rentabilité, on parle de KPI, puisqu'on sait compter, hein, ici, ça fait quand même partie des qualités qu'il faut avoir pour faire ce type de métier. Je voudrais passer la parole à Carole Lambert, donc associée Deloitte Alumni, membre du bureau Chapter 0 France, #World Economic Forum. Et Carole, donc je précise que vous êtes juriste et expert comptable de formation, donc que vous savez compter, a priori. Et notre titre de table ronde, donc c'est l'innovation, la performance, mais on pourrait aussi s'interroger sur la performance avec d'autres modèles, la performance environnementale et sociétale. Donc, pendant qu'on a préparé cette table ronde, Carole, vous m'avez dit que vous étiez intéressée à la supply, puisque c'était un des moyens les plus impactants pour agir sur la durabilité des entreprises et le respect de l'environnement. Donc c'est presque par accident, on va dire ça comme ça, un petit peu. Disons par stratégie. Oui. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci de me poser la question. Déjà, en préalable, je voudrais faire 3 remerciements. Je voudrais faire un remerciement aux organisateurs pour avoir inclus en fait le sujet environnemental dans le scope de la conférence. Je voudrais vous remercier, vous, monsieur, pour vos mots et votre vision, parce que je l'ai trouvée particulièrement impactante et particulièrement juste. Et c'est tellement important au niveau d'une direction générale, en fait, que la direction soit tracée. Vous avez rappelé aussi la position du roi du Maroc, votre actionnaire. Et donc, au niveau de Chapter 0 France, c'est une association qui milite pour la prise en compte du changement climatique au sens large, donc plutôt y compris biodiversité, nature, etc., dans les conseils d'administration. Et donc, la posture de l'actionnariat derrière, parce qu'un conseil d'administration représente un actionnariat. Et puis, je voudrais dire aussi un merci à Wolfgang, qui a rajouté une dimension éthique, en fait, à la problématique. Je pense que là, on situe la discussion au bon niveau. Oui, pourquoi donc je vais revenir à votre question. En fait, je suis une béotienne de la supply chain, donc j'ai effectivement un parcours d'auditeur, de commissaire aux comptes, de consultant, etc. Mais j'étais plutôt dans l'industrie, mais pas tellement dans la supply en tant que telle.
Et en travaillant au niveau de Chapter Zero France, je me suis aperçue, et je ne vais pas pour vous qui êtes des professionnels du domaine vous apprendre quelque chose, mais la supply chain, c'est absolument quantitativement extrêmement important en fait dans l'analyse en fait des émissions notamment de carbone. En fait, comment dirais-je, SBTI, qui est un standard que tout le monde connaît, avec une étude qui a été faite avec le BCG il y a 2 ans, considérait que en fait la part de ce qu'on appelle donc le scope 3, qui est donc la partie représentée par la supply chain, représentait en moyenne 11 fois le scope 1 et 2. Alors, il y a d'autres chiffres qui circulent. Je ne vais pas me lancer dans une bataille de chiffres, mais ils ont tous en commun d'être extrêmement importants. Voilà. Et par ailleurs, au-delà de cet aspect quantitatif, c'est pareil, et Wolfgang, enfin, vous l'avez tous un peu touché du doigt ce matin dans vos interventions, ça a 2 caractéristiques qui vont sembler être absolument essentielles. C'est que c'est un effort collectif, la supply, c'est-à-dire qu'en fait, il faut entraîner, et ça ne se fait qu'au niveau d'un écosystème. Et donc, ça a un effet de levier absolument beaucoup plus important, enfin très important, et c'est aussi un sujet sectoriel. Donc, on fait bouger un secteur. Voilà. Donc, c'est pour ça que... Et donc, en fait, sur cette base-là, je trouvais très intéressant, en fait, que d'aborder ce sujet environnemental alors qu'on discute de la technologie, parce que aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous ai trouvé vos 2 exemples très intéressants, vous avez indiqué que votre électricité était verte. Vous avez travaillé sur en fait, la géothermie de vos usines de production. C'est-à-dire que en fait, la promesse digitale n'existera que si on s'intéresse à la production de l'énergie. Il y a eu un rapport qui a été sorti en France par ce qu'on appelle le Shift Project, en fait, qui est une association qui regroupe vraiment des professionnels et des ingénieurs, etc., qui s'intéressent à l'évaluation de tout ce qui est le coût de la transition écologique. Donc ça a été sorti la semaine dernière sur en fait le coût des infrastructures de l'intelligence artificielle. Grosso modo, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais juste pour vous donner juste les grandes masses, en fait, à horizon 2030, c'est-à-dire que c'est dans 5 ans, donc c'est vraiment demain matin, au regard de la taille et de la projection temporelle de l'ensemble des projets dont on parle. En fait, la trajectoire dans laquelle se mêle la filière, c'est plus 9% d'émissions de gaz à effet de serre par an, alors que pour atteindre en fait, l'objectif de l'accord de Paris, il faudrait moins 5%. Donc un écart, 14%. D'accord ? Grosso modo, à horizon 2030, la filière digitale dans le monde, c'est 2 fois la consommation de la France. Ça, c'est une projection. Comment dirais-je, son prénom ne vient pas, mais Jean Covici, The Shift Project. Monsieur voilà. Covici, qu'on ne présente plus. Qu'on ne présente plus, voilà. Et donc, Jean-Marc, voilà. Et donc disponible sur Internet, on pourra même le diffuser. Voilà. Donc, la promesse de ce monde digital ne pourra exister, sans parler des terres rares, que si on s'intéresse au sujet de la production de la décarbonation de l'électricité. Donc vous n'opposez pas les deux, vous les mettez en complément. Alors Carole Lambert, qu'est-ce que vous pensez? Parce que souvent les entrepreneurs, les gens du business ont tendance un petit peu à râler quand il y a trop de réglementation, trop de contraintes. Vous l'avez cité brièvement tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez des règles comme la CSRD par exemple, ou le SBTI, sans qu'on rentre trop dans le détail? Est-ce que ce sont des contraintes pour développer les business, ou est-ce que c'est des avancées notoires qui donnent un cadre? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais être un tout petit peu, je dirais un petit peu polémique sur le sujet. Pour moi, l'ancienne commissaire aux comptes que je suis, en fait, pour moi, l'échec la réglementation, c'est l'échec de l'autorégulation. Il n'y aurait pas besoin de réglementation si chacun se prenait en charge par rapport à... J'ai toujours comme exemple, en fait, sur un sujet très simple qui est la place des femmes dans le monde économique, l'exemple de l'Australie.
l'Australie, les 10 patrons des grandes entreprises australiennes, ils se sont mis autour d'une table dans les années 2010. Ils ont dit maintenant ça suffit, il y en a marre d'en entendre parler. Et on va régler ce problème. Les 10 patrons, hein, ils ont dit ça suffit, j'en ai marre, arrêtez. Ils ont fait autant, et voire même plus durablement, progresser les femmes dans leurs entreprises, sans aucune contrainte. Et les taux des femmes dans les entreprises australiennes sont supérieurs aux meilleurs pays dont la France et la Norvège font partie, parce que les patrons ont décidé, ils ont dit maintenant, vous savez, le dossier sur le bureau du patron qui dit celui-là, je veux qu'il soit réglé. J'entends mon Voilà. voisin, ça vous rappelle quelque... Et donc, donc, la CSRD, moi j'utilise aujourd'hui, chez Chapter Zero France, on utilise aujourd'hui les rapports CSRD. L'EFRAG a sorti une analyse sur l'ensemble des rapports européens. C'est absolument passionnant. J'ai lu le vôtre en préparant, et donc il n'y a pas de réglementation au Maroc. Vous l'avez fait de manière volontaire. Donc vous avez fait un rapport qui est d'excellente qualité, vraiment au standard européen. On apprend plein de choses, c'est absolument passionnant. Sans contrainte réglementaire. Sans contrainte réglementaire, et donc bravo à vous. Et ça commence à donner, alors dans l'analyse de l'EFRAG, qui est l'analyse normalisateur européen, donc sur 656 rapports européens, ils ont plongé vraiment dans 50. Sur 50, il y en avait 40% qui n'avaient pas valorisé leur supply chain. Juste pour vous donner un peu... Voilà. Parce que c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, on est dans ce bel endroit entre gens professionnels, etc. En réalité, les données, elles sont souvent quand même pas encore complètement là. Les systèmes, ils sont encore pas complètement interfacés. Les personnels, ils ne sont pas encore complètement formés pour ceux qui sont... Voilà. Donc c'est compliqué. Cette transition-là, elle va prendre un peu de temps, quoi. Donc vous les opposez pas, la performance financière et environnementale. Wolfgang, est-ce que vous avez un micro? Est-ce que vous pouvez prendre votre micro, bitte? It works, tout va bien. Qu'est-ce que ça vous inspire? On a eu donc différents témoignages. Vous, dans votre keynote du début, vous n'opposez pas non plus la performance économique et la performance environnementale. C'est le point de vue de Carole. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai fait une remarque qui était un peu limite, hein, parce que j'ai dit on est un peu... j'utilise un mot plus fort, mais on est un peu fatigué de la discussion développement durable mondialement. Et le président américain, autre commentaire limite, n'aide pas avec son vision que ça c'est justement une illusion qu'il y a un changement climatique. Il faut call a cat a cat. Donc pour cette raison, il faut aussi voir les contraintes des chefs d'entreprise, des entreprises, parce qu'ils ne peuvent plus s'articuler comme il y a 5 ans. Et pour cette raison, je faisais la remarque de recadrer un peu le sujet et dire c'est la digitalisation et avec ça, on peut réaliser l'économie circulaire qui a pas seulement le but de récupérer toutes les matières, toutes les pièces, tous les produits, mais aussi de ne pas créer de dégâts à la nature, etc. Donc c'est une vision d'une économie saine, sans impact négatif. Ce que je fais quand même, et je pense qu'il faut avoir plus de discussions sur le sujet, et je suis très heureux d'entendre beaucoup sur les aspects humains, parce que je pense que c'est très important d'être conscient d'impact technologique et de la transformation
comme Yann a bien dit, on ne sait pas où on va ou où on arrive. Si nous disons ça, on peut imaginer le pauvre dans entrepôt, il ne comprend plus ce qui se passe. Donc il faut donner pas seulement les capacités, il faut donner une vision sur le projet, il faut donner une vision sur l'avenir. Donc, ce que je vois, je suis un super optimiste, mais actuellement, il pleut beaucoup. Donc, il faut donner les gens des visions, mais les visions ont des limites parce qu'ils regardent télé, etc. Mais il faut aussi préparer les gens pour les difficultés d'avenir. Ça veut dire, c'est très important de développer les capacités, la réflexion critique, la capacité de stabilité mentale. Je pense qu'on a un énorme risque des maladies mentales. Actuellement, on a des obèses, on a des problèmes avec les kilos dans le ventre. Après, on va avoir des problèmes avec les kilos dans le cerveau. Vous faites la métaphore diététique. Oui, il faut avoir un gym pour le cerveau, parce qu'on réfléchit moins en moins. Moi, je m'appelle un knowledge worker. Ça veut dire mon sujet de travail, c'est le savoir-faire, c'est la connaissance d'histoire et des réflexions sur l'avenir. Avec les outils d'intelligence artificielle, moi, j'ai accéléré à 50 fois la recherche. Je commence à lire moi. Je réalise que je ne lis même pas mes propres trucs. Hein. C'est ça, on arrive. Vous ne lisez pas vos propres bouquins, je ne lisais pas. Avant, non, mais c'est une fatigue mentale. Je suis très sérieux. Parce que si vous pouvez trouver mes articles sur LinkedIn, sur Google, partout. Vous avez 18 000 abonnés oui, sur LinkedIn. Oui, et j'ai écrit probablement entre 250 et 500 articles dans ma vie. Et ce n'est pas l'outil, en fait. C'est la vitesse qui crée l'outil. Donc, les espérances sont élevées. Aujourd'hui, tout doit se passer immédiatement. C'est presque impossible de participer à un panel ou à faire un discours parce qu'il y a 3 personnes qui veulent que je parle avec eux. Et c'est maintenant, parce que tout se passe maintenant. Donc, je veux dire, le stress de notre monde moderne augmente chaque jour et il faut préparer les équipes, il faut adapter dans notre façon, comment on gère les gens, il faut s'adapter à cette réalité et trouver les innovations pour aider les gens qui travaillent pour nous et nous-mêmes. Idriss Arabi, est-ce que vous pouvez reprendre le micro? Alors, sur ce point de la performance économique et de la performance environnementale, Carole Lambert disait que la réglementation, c'était un peu l'échec de la non-autonomie. Est-ce que vous prenez en compte cet aspect environnemental, durabilité? Je pense que oui. Il n'y a pas forcément des contraintes législatives dans tous les sens sur les actions que vous menez. Non, pas du tout. En fait, la contrainte environnementale, nous, on la considère premièrement comme étant une responsabilité sociétale, parce qu'en tant que citoyen, en tant que contributeur en fait, dans la pollution de l'atmosphère de manière générale, donc on doit agir. Je disais tout à l'heure que depuis le 1er janvier 2025, on est à 100% énergie verte pour alimenter tout le complexe portuaire, parce qu'on a sécurisé des contrats avec les parcs éoliens avoisinants. On est en train de réaliser un investissement très important de panneaux photovoltaïques flottants sur le barrage de Oued Ermed. C'est 8 hectares de panneaux photovoltaïques qui seront prêts d'ici la fin de l'année. Mais pas que ça, on continue bien sûr à travailler sur tout ce qui est traitement de déchets,
sur également la possibilité de mettre en place nos propres éoliennes. Donc c'est autant de sujets que nous, on ne prend pas forcément comme étant une contrainte, sachant que parfois même on cherche à être au même standard européen, au même standard international, parce qu'on n'est pas uniquement un port régional ou national, mais on est un port qui agit à l'international. Il y a le sujet, par exemple, des ETS, qui aujourd'hui sont appliqués par l'Union européenne, et de manière peut-être même extraterritoriale sur le port Tangemed, et même le port Saïd, parce qu'on est considéré comme étant des ports proches, et pour éviter bien sûr en fait que certains armateurs puissent utiliser peut-être ces ports pour faire du transbordement et échapper aux ETS. Donc c'est autant de sujets sur lesquels on est très sensible. On est en train d'investir également sur l'OPS, sur le Onshore Power Supply, pour alimenter les navires et qu'ils puissent se plugger sur le courant électrique vers du port Tangemed. Donc on a déjà démarré sur une section de 800 mètres linéaires et on compte bien sûr généraliser ça à l'horizon 2029-2030 pour être prêt pour à la fois répondre aux besoins de nos partenaires, mais également pour être assez performants. Il y a Wolfgang qui levait la main. Et puis après, j'aimerais bien qu'on prenne quelques questions de la salle. Mesdames et messieurs, on voudrait vous faire participer parce que là, vous avez un casting de choix. Donc, profitez-en pour poser vos questions ou faire des remarques. Wolfgang. Très brièvement, pour élaborer ce que je dis et répondre aussi à la question des règles. Actuellement, ce qui se passe au niveau mondial et européen est très dangereux et très difficile parce qu'on est en train d'accélérer une réforme des règles dans un délai impossible. Et on va avoir énormément des erreurs et énormément de dégâts au niveau, on crée des coûts, on crée... donc, la notion temps, c'est très, très important. Et un autre commentaire basé sur ce que j'ai dit, l'évolution ou la révolution digitale se passe automatiquement. Mais nous, on passe 80% de notre discussion, c'est sur la technologie, parce que c'est très, très intéressant. Mais il faut se concentrer sur l'autre côté, sur l'humain. Donc, pour moi, même au niveau État, il faut mettre quelques règles en place, quelques infrastructures. Le reste se passe tout seul, avec les entrepreneurs, avec les entreprises qui cherchent toujours une réduction de coûts, etc. Mais où est le discours sur l'humain? J'étais au Brésil il y a 2 semaines, au Brésil, et le gouvernement brésilien a décidé de demander des entreprises de s'occuper de la santé mentale de la population parce qu'ils ont réalisé qu'il y a un problème. Bon, c'est bon qu'ils ont réalisé qu'il y a un problème, mais je pense que les entreprises sont les derniers que je vois comme la solution. C'est un problème social, c'est la société qui doit s'occuper. C'est un discours, un nouveau discours qu'il faut sur l'humanité. Et si vous regardez mes articles, je parle de la supply chain, the human supply chain. C'est un de mes sujets de patience parce que je suis humaine. J'ai 65 ans, j'ai passé des longues périodes dans des grosses boîtes, donc je veux que tout se passe bien aussi dans l'avenir. Donc on a fait une petite digression de l'innovation technologique à la performance énergétique, la décarbonation et puis maintenant la santé mentale. Carole, vous vouliez faire un ajout et puis ensuite je vais aller vous voir pour que vous puissiez poser vos questions si le micro ne screen pas. Carole? Oui, je voulais juste ajouter que en fait quand on parle d'environnement, en fait on a 4 éléments. On a effectivement les éléments carbone, les gaz à effet de serre, mais on a aussi les pollutions, on a aussi la biodiversité et on a aussi l'eau. Et aujourd'hui, en fait, il faut considérer ces quatre éléments-là. Donc j'espère que sur vos installations, il
la place des animaux, la place de la biodiversité. Voilà. Je poussais un tout petit peu le sujet. On a une question par ici. Alors, je me suis permis de me déplacer. Voilà. Dites-nous qui vous êtes et puis posez-nous votre question. Bonjour. D'accord. Donc, je suis Aroussi Othman, manager supply chain de Coffee-Cap, un leader mondial au niveau des câbles automobiles. Donc, je voulais premièrement remercier M. Ali Brada et Amin Brada pour la belle organisation. Donc, même si je suis blessé, je ne rate pas Logismed. Et merci pour la qualité d'intervention ou des interventions de nos visiteurs. Donc, je voulais partager aussi la partie innovation et robotisation. Nous, au niveau Coffee-Cap, dernièrement, on a implémenté des AMR, des robots au niveau magasin, d'accord, de RFID et magasins automatisés. En fait, le principal défi pour une implémentation au niveau des robots, c'est le changement, facteur humain, d'accord, et la question nice to have et must to have. Au niveau Maroc, on a la main-d'œuvre, elle est moins chère par rapport à l'Europe. Donc, pour convaincre le management d'implémenter des robots, le coût des robots et chercher des partenaires avec des bons prix, donc ça reste un défi. Donc, premièrement, au niveau de changement, c'est répondre à la question comment on peut convaincre que la machine ne remplace pas de robot. Et ça, c'est un défi, parce que pour moi, la machine remplace le robot, mais si pour répondre à cette question, pour nous, on a fait une politique avec les RH, un brainstorming, comment on peut introduire cette robotisation au niveau de la main-d'œuvre. Premièrement, c'est si quelqu'un démissionne, on ne le remplace pas, mais on ne va pas licencier les gens. Deuxièmement, c'est on peut mettre en valeur le travail de l'humain. Aussi, rendre le travail agréable à travers réduire les problèmes TMS, c'est-à-dire le travail pénible, l'ergonomie de travail. Ça, c'est pour convaincre le management. Et dernièrement, c'est le problème de le volume. Donc, à travers maintenant, il y a beaucoup de volume. Et même si on recrute 1000 personnes, 10 000 personnes, ce n'est pas suffisant. D'accord ? Et c'est le défi de savoir la marchandise où il est en temps réel et de livrer et le temps de réponse aux commandes clients en temps réel aussi. Monsieur, il y a beaucoup de questions dans votre question. Ce n'est pas question, ce sont des partages. D'accord ? Ma question, c'est que je voulais juste... c'est le human supply chain. Comme il a mentionné monsieur, comment vous avez vraiment introduit, parce que vous avez parlé sur l'intégration, l'implication des ingénieurs, mais vraiment comment vous allez convaincre vos collaborateurs pour l'introduction des solutions AI et de robots. C'est ça, c'est ma question. Je vais demander qui veut bien vous répondre. Comment on convainc les collaborateurs? Vous avez le micro. Yann, ensuite peut-être. Alors, pas forcément une réponse, mais une piste, pas d'atterrissage, on va juste mais élargir la réflexion ensemble. C'est ça. Effectivement, c'est tout un sujet à travers peut-être même les lectures, les articles spécialisés aujourd'hui. Récemment, mes collègues, ils étaient en déplacement à Shanghai, justement à l'événement de Huawei. Ils ont visité certaines installations aujourd'hui qui fonctionnent à 100% de manière robotisée, de manière digitale. Et ils se sont posé la question, pour un pays qui fait 1 milliard d'habitants, s'ils s'amusent à tout automatiser, à tout robotiser, comment ils vont faire travailler ces gens? À un certain moment, donc, est-ce qu'ils vont avoir sous le bras une population qui ne va plus travailler? Moi, je pense que la limite peut-être de l'IA et de tout automatiser, tout digitaliser, c'est que l'humain lui-même, à un certain moment, peut-être qu'il va brider la technologie pour qu'elle ne remplace pas à 100% l'humain. Deuxième chose,
il y aura certainement des métiers qui vont disparaître. On le voit même aujourd'hui sur des métiers à forte valeur intellectuelle, comme le consulting. Des tâches aujourd'hui chronophages qui ont besoin d'ingénieurs débutants, de cadres débutants, soit pour traiter de la data, etc., pour préparer des rapports. Aujourd'hui, les agents IA peuvent le faire facilement. Et on l'a vu récemment sur des leaders mondiaux du consulting qui sont en train de licencier des milliers et des milliers de personnes. Mais aujourd'hui, ces personnes doivent réfléchir à comment se convertir, à comment utiliser en fait cette intelligence artificielle, cette technologie pour développer de nouvelles compétences. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'industrie, de la logistique et d'autres secteurs, la logique économique, financière veut à ce qu'on cherche tout le temps à être plus productif, à réduire les coûts, mais on aura toujours besoin de l'humain, mais autrement. Carole? Oui, moi je suis au comité stratégique d'une start-up en fait en France qui travaille sur la digitalisation du métier d'avocat. Et donc en fait c'est une des réflexions actuellement d'Aïkou et de ses dirigeants sur la transformation même du métier d'avocat, avec des pistes en fait sur qu'est-ce qu'on fait faire aux jeunes avocats et comment est-ce qu'on peut travailler différemment. On a quelques pistes et sur lesquelles on... Et moi je pense, et à ce propos-là, je pense que comment dirais-je, il y a une différence entre... quand on parle de remplacer l'humain, etc., il faut être plus spécifique que ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait de faire des jeunes diplômés dans des jeunes diplômés avocats, des jeunes diplômés ingénieurs, des jeunes diplômés consultants, qui sont finalement quand même assez résilients au plan intellectuel et on va trouver des choses à leur faire faire, à des gens qui aujourd'hui ont des niveaux d'études pas très élevés, qui ont des jobs qui étaient des jobs assez répétitifs dans les, dans les entrepôts par exemple, c'est pas du tout le même sujet. J'ai visité Flin, en fait, qui est donc une usine de Renault qui faisait qui s'est spécialisée dans le circulaire. Et c'était vraiment très intéressant en fait d'étudier. Et j'ai eu la chance de discuter avec la personne qui a travaillé sur le renouvellement des compétences en fait des gens entre ceux qui sont à la chaîne. Donc il faut certaines compétences pour être à la chaîne et totalement d'autres compétences pourraient travailler dans le retri le tri et le démontage des moteurs et le démontage des carburateurs, etc. Ça a été un chantier RH gigantesque en fait. Voilà. Donc ça peut être aussi une source d'opportunité. On n'a pas répondu de façon radicale à votre question. On pourrait prendre une autre question. Moi, je suis convaincue, par exemple, pour la profession d'avocat, que ça peut être une source d'opportunité. Yann ? Moi, je crois que par rapport à la question que vous posiez, comment embarquer les gens, comment faire qu'ils adhèrent, etc., je pense qu'il faut prendre un tout petit pas de recul. C'est-à-dire que je pense que c'est arrivé, comme ça m'est arrivé à pas mal de gens ici dans cette salle, d'être confronté à un problème opérationnel dans un entrepôt, dans une usine. Moi, j'avais coutume de faire deux choses. Premièrement, observer comment les gens travaillent. Parce que très souvent, rien qu'à les regarder, on voit en fait des choses qui ne vont pas, des gens qui en fait sont pas dans le flux, n'ont rien à faire, et alors que d'autres sont suroccupés, ou il y a une espèce d'embouteillage dans un coin de picking, et puis il y en a d'autres qui foutent rien à côté. Enfin bon, donc je parle de choses réelles, vécues, à peine caricaturales. Et de l'autre côté, la deuxième chose que je faisais, c'est que après avoir observé, je m'étais fait une petite idée. Et je réunissais des opérateurs et je leur dis, bon, alors, pour que ça aille mieux, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et c'est pas surprenant aux gens qui sont habitués au monde des opérations. Les gens savent ce qu'il faut faire. Les gens savent ce qu'il faut faire pour améliorer. Et donc, une des pistes que je vous proposerais, c'est de dire, mais voilà, dans ton métier, quelles sont les pistes pour s'améliorer? Quelles sont les pistes pour aller plus vite? Quelles sont les pistes pour réduire la pénibilité, pour réduire le risque d'accident? Les gens vont vous le dire et
pouvait arriver avec un robot, un cobo, etc. On dirait, bah, ça résoudrait le problème. Est-ce que ça t'aiderait? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour le mettre en œuvre, etc. Et vous allez voir que l'adhésion va être beaucoup plus rapide, puisque ce sont les gens du terrain qui sont responsables, qui ont les difficultés tous les jours. Comme le fameux bottom-up, voilà. On part des métiers, on part des humains. Est-ce que ça répond en partie, monsieur qui avait le bras cassé, est-ce que ça répond en partie à votre question? Pardon, je ne vous voyais pas avec la lumière. Je pense qu'on a le temps de prendre une autre question. Monsieur, on peut amener un micro à monsieur. Bonjour. Levez bien la main, s'il vous plaît, pour qu'on vous apporte le micro. On m'a dit que j'avais plus à me déplacer, donc je reste ici. Merci. Alors, je vais me présenter rapidement, Monsieur Fakhir. Je suis un expert en logistique. Alors, ma question, elle va être quand même un peu pas dans le cadre de l'atelier, mais en complément. Alors, au Maroc, il y a 2% des entreprises qui payent 80% de l'IS, l'impôt sur les sociétés. Ça veut dire que la valeur ajoutée, elle est créée uniquement par 2%. Aujourd'hui, si on voit le secteur de la logistique, on peut transposer cela et aller au-delà. Ça veut dire que le secteur logistique, 2% des entreprises qui produisent 80% de la valeur ajoutée dans le secteur, elles produisent peut-être 20% des émissions de gaz à effet de serre, alors que le reste, 80%, c'est lui qui est très polluant. Alors, ma question, c'est, j'ai envie de dire, comment faire que cette élite qui est en train de tirer le secteur vers le haut puisse accompagner et agréger les autres, parce que là, on est en train de parler de choses vraiment de très haut niveau, alors qu'on a l'impression qu'il y a au sein du secteur logistique, il y a deux mondes, un monde qui est très élitiste, qui crée de la valeur, qui est très à cheval sur toutes les bonnes pratiques et les standards. Il y a malheureusement un autre monde, j'ai envie de le comparer, c'est comme quand une entreprise fait son bilan carbone, il y a le scope 1, le scope 2 qu'elle maîtrise, et là, elle est très performante. Il y a le fameux scope 3, c'est les sous-traitants, c'est l'écosystème. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, dans le secteur logistique, on a l'impression qu'on est toujours dans le scope 2, ou le scope 1. On est dans l'intelligence artificielle, on est dans des bonnes pratiques, alors que notre écosystème, il est très en déphasage sur le plan économique, de la performance et tout ça. Et je me demandais comment on pouvait tirer vers le haut cet écosystème à travers tout ce que vous comme venez s'il y de avait dire. un monde à deux vitesses, d'un côté le haut avec la techno et puis la réalité. Vous venez de citer un mot qui a été cité par Sa Majesté le Roi, un Maroc à deux vitesses, dans son dernier discours, et on a l'impression qu'on est dans ça. Et il y a deux choses qui font que notre performance logistique n'est pas encore au point. Si on voit le nombre d'accidents dans le Maroc, dans le transport. Le taux d'accidentologie des personnes qui travaillent. Dans le transport, il est tout le temps en croissance. Deuxième chose, il y a la part de la logistique dans le PIB qui stagne à 20%. Les coûts logistiques sont toujours de 20%. Alors j'ai envie de vous interpeller sur ce sujet. Comment se fait-il qu'on investit beaucoup dans la technologie, dans les bonnes pratiques, et que, en général, sur l'écosystème, ça n'a pas été fait? Merci. Myriam, peut-être peut vous répondre, et puis peut-être... Alors, je vous remercie pour cette question, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, il y a en fait, les grandes entreprises qui sont en train de travailler sur leur empreinte carbone, de mettre en place des plans d'action colossaux et coûteux pour améliorer leur impact environnemental. Mais je vais prendre le cas des eaux minérales d'Oulmès. Donc, je n'ai pas une idée claire sur ce qui se pratique auprès des autres confrères ou des autres entreprises. Mais chez les eaux minérales d'Oulmès, c'est des plans d'action qui ne concernent pas, c'est-à-dire c'est pas isolé.
On n'est pas en train de mettre en place, donc je peux vous parler des initiatives qui ont été mises en place, notamment l'allègement des emballages, tout ce qui est photovoltaïque. Donc beaucoup de sites sont en train d'être équipés aujourd'hui par des stations de photovoltaïque, la digitalisation, tout ça pour une vision d'abord technologique, économique, etc., mais aussi environnementale. Mais nous avons un plan donc, pour accompagner. Donc, tout à l'heure, Isabelle m'a posé la question de la différence entre la distribution directe et indirecte. Donc, nous, on totalise plus de 40 distributeurs. Donc, dans notre démarche, par exemple, on essaye d'accompagner et de tirer aussi vers le haut l'ensemble de nos distributeurs. C'est-à-dire on essaye de leur donner ou de les embarquer dans notre trip, notre voyage environnemental. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est ces questions de coût. C'est-à-dire il y a beaucoup de réticences chez ces moyennes entreprises ou au niveau du reste de l'écosystème. Il y a de la volonté, ils veulent nous suivre, ils sont conscients de l'importance de leur empreinte environnementale. Des fois, donc, quand on a la possibilité, on ne leur laisse pas le choix, parce que finalement, ça nous impacte tous, donc non seulement comme entreprise, mais comme société, c'est-à-dire comme population. Mais il y a beaucoup de réticences. Une réticence liée au coût, parce que ça a un coût quand même. Et aussi, au fait, c'est un mindset. Il y a un grand travail de mindset qu'il faut faire, qu'il faut commencer à travailler dessus. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que en fait, ça doit venir, ça va venir. C'est-à-dire, si je compare aujourd'hui ce qui se fait au niveau de nos partenaires, que ce soit dépositaires, fournisseurs ou autres, moi je parle des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire il y a beaucoup d'avancées que par rapport il y a 10 ans ou même 5 ans. Donc ça vient, mais ça vient lentement. Donc il faut de l'accompagnement. Maintenant, il ne faut pas uniquement de l'accompagnement des entreprises, mais je vais parler aussi de l'écosystème global. Donc, il faut l'appui des différentes instances, l'accompagnement que ce soit financier, que ce soit en termes de conseils, de technologie. Donc, c'est une dynamique globale où tout le monde doit contribuer. Monsieur Idriss Arabi, sur ce sujet des 2 vitesses, si c'est bien ça l'expression. Je pense que la vitesse n'est pas voulue forcément par les opérateurs qui font bien ou moins bien. Donc on doit prendre le train en marche. Si je prends l'exemple de Tangemed, on est exposé à une concurrence internationale, donc forcément on doit se mettre au meilleur standard. Et on doit peut-être parfois même prendre de l'avance par rapport à des réglementations, par rapport à des décisions politiques ou géopolitiques donc, qui vont être prises. Mais effectivement, comment embarquer l'écosystème en fait, dans cette excellence qui est portée aujourd'hui par les grandes structures, je pense premièrement c'est à travers une politique publique et une feuille de route qui permet aujourd'hui d'embarquer tout le monde. À un certain moment, il faut mettre les sous, il faut subventionner, il faut accompagner, il faut des programmes qui ne sont pas forcément des programmes qui ont des TRI positifs et qui sont rentables dans l'immédiat. C'est-à-dire que parfois, c'est des investissements soit à fond perdu ou avec un retour sur investissement à long terme, mais qui sont nécessaires pour rehausser les niveaux des uns et des autres. Bien sûr, on pourrait parler même peut-être des cercles de réflexion, des incubateurs pour embarquer les petites et moyennes entreprises. Il faut légiférer également. Donc il faut qu'on ait aujourd'hui des lois, des réglementations qui nous permettent bien sûr d'embarquer tout le monde. Mais je pense par analogie, on a vu un peu l'expérience aujourd'hui de l'Union européenne pour décarboner ne serait-ce que
le secteur automobile. Donc tout le monde parlait de l'horizon 2035, mais aujourd'hui on est en train de voir que pas mal d'industriels, pas mal d'intervenants sont en train de rétropédaler parce que on est confronté à la réalité de l'emploi, à la réalité en fait du coût de cette transition. Donc parfois il faut être capable de reconsidérer ses positions, de reconsidérer sa stratégie et de voir est-ce qu'il y a un équilibre entre les différentes décisions qu'on prend. Vous avez vu, on ne vous a pas fait une réponse fermée, mais c'est des pistes de réflexion. On va clôturer cette première table ronde. Donc, merci beaucoup à tous les 5 pour cette première table ronde sur l'innovation technologique. On peut les applaudir. Merci infiniment. Vous pouvez regagner vos places. Je vais... Ah oui, la faute... pardon. Alors, monsieur le directeur général. Ok.